aussi d'être là ce soir. J'aimerais juste vous présenter en quelques mots aussi Hack Your PhD, parce que cet événement est croisé donc avec Without Model et Hack Your PhD, qui est un collectif de chercheurs, d'entrepreneurs, de doctorants, d'étudiants, de toutes personnes qui sont curieuses de savoir ce qui se cache derrière ce mot Open Science. Donc on organise des événements comme ce soir. Là, c'est une série de 4 événements qu'on a organisés depuis mars avec la Cité des Sciences, qui nous accueille donc une fois par mois. On en a fait un sur l'open data et la recherche, un sur les relations art-sciences et un premier qui était une introduction un peu à l'open science. Et là, on clôt donc, avec ce dernier événement, cette série que nous avons pu faire avec la Cité des Sciences. Bon, voilà, Hack Your PhD, c'est aussi de plus en plus des guides pratiques, des outils, des ressources qu'on essaye de mettre en ligne pour, par la veille qu'on peut faire tous ensemble sur différents réseaux sociaux, donner notre idée, nos connaissances finalement, partager nos connaissances que nous acquérons sur la notion d'open science. Et Hack Your PhD, c'est pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est cette idée de comment on fait un doctorat aujourd'hui à l'ère de ces nouvelles pratiques et comment on fait de la recherche aussi plus généralement avec l'open science. Et personnellement, Hack Your PhD pour moi prend tout son sens puisque j'essaye de faire un doctorat, j'essaye de faire de la recherche en tout cas. Et le sujet de ma recherche et de mon doctorat sera sur l'open science, sur le mouvement de l'open science et son impact sur le système de la recherche actuelle. Donc la soirée est vraiment au cœur de ma problématique de recherche et je suis heureuse d'avoir pu des personnes qui sont aussi dans ce domaine-là et puis venir pour la table ronde qui va suivre, vous présenter leurs différents points de vue et parler comme ça d'open science et de ce qui arrive aujourd'hui et comment on peut imaginer son futur, son intégration en tout cas dans la recherche actuelle et future. Alors voilà un peu, ça c'est un peu le plan qui sera de mon travail de recherche avec une cartographie des initiatives Open Science, comprendre les controverses puisque l'idée pour moi du mouvement de l'Open Science c'est que c'est une mise en lumière des problématiques actuelles du système de la recherche. Ça permet de mettre en lumière, par exemple, des problèmes autour de tout ce qui est économique, des changements des modèles économiques, avec le numérique, avec l'open science, mais aussi des problèmes juridiques, de la propriété intellectuelle, avec le partage des articles, des données. Et ce mouvement de l'open science, c'est un outil de communication, d'action et de médiation pour mettre ça en lumière et réfléchir à la recherche actuellement et son futur. Et c'est aussi cette idée de comprendre le mouvement de l'open science est très lié au mouvement des communs, des biens communs, avec aujourd'hui les communs informationnels. Et c'est comprendre aussi comment cette connaissance qui est de plus en plus partagée par des chercheurs et des non-chercheurs ne soit pas recapturée par certains acteurs privés. Et on parle pour ça c'est lié à ce qu'on appelle la tragédie des communs, quand il y a une implosion. Donc, un refermement finalement de ces connaissances qui ont été partagées. Et c'est un des sujets que j'aimerais creuser petit à petit, c'est quelles sont finalement les structures légales, les structures juridiques, les modes d'organisation qui évitent cette recapture finalement de cette connaissance qui est partagée. Voilà un peu rapidement le paysage. Et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est une cartographie des initiatives Open Science pour essayer de comprendre ensemble ce que c'est que l'Open Science, ce que ça représente, et les initiatives qui sont liées à ce mouvement-là, pour ensuite donner la parole donc, aux différents intervenants qui pourront aller plus dans le détail de la problématique de ce soir, c'est-à-dire les différents acteurs, quels jeux ils ont, comment ils sont transformés par l'Open Science et quelles futures questions cela pose. Alors, pour vous présenter un peu ce travail et cette cartographie, je vais vous montrer un peu la méthodologie que j'ai mise en place. J'ai lancé un questionnaire qui était basé sur les initiatives Open Science pour pouvoir les référencer, pour comprendre quand elles ont été créées, le service qu'elles proposaient, puis les mots-clés, les structures qui étaient associées, est-ce que c'était des structures for profit, non-profit, leurs sources de revenus et de leur financement, également les partenaires qu'ils avaient, qui étaient les investisseurs de certaines initiatives,
et les licences utilisées, puisque ce on se rend compte, c'est qu'aussi avec ce mouvement de l'open, il y a pas mal de licences, aussi bien au niveau du code, qui sont les licences GPL ou des licences spécialisées pour le code, tout ce qui est open source. Mais au niveau des connaissances, on va avoir les licences Creative Commons qui permettent de partager avec différents niveaux les connaissances. Alors, ce qui m'a permis de référencer, ce questionnaire est en ligne, vous pouvez y accéder, de référencer avec l'aide d'autres personnes qui y ont participé. Donc, j'ai fait un appel général sur différents réseaux sociaux, sur Twitter également, de compléter, je connaissais pas mal d'initiatives Open Science, de compléter eux-mêmes ce questionnaire-là. Donc, on est arrivé au final au référencement de 66 initiatives. Donc ça a duré un mois. C'est vraiment ce projet-là, c'est un prototype de ce qui va être fait par la suite, ce que je vais faire par la suite, mais ça me paraissait important de vous le montrer et d'avoir aussi vos retours ensuite. Et ensuite, après ce questionnaire-là, donc avec le tableau et la base de données qu'on a pu obtenir, j'ai eu l'aide de Franck Guitala de l'UTC, qui est un ingénieur de recherche spécialiste dans tout ce qui est cartographie, qui travaille avec un outil qui s'appelle Gephi, qui m'a aidé, parce que je ne m'y connais pas encore assez, à faire des cartographies par rapport à ça, donc un graphe de type bipartite qui a permis de mettre en lien des initiatives avec des mots-clés. Donc les mots-clés en lien avec l'Open Science que je vais vous présenter ensuite, donc Open Access, Open Data, je vais y revenir petit à petit. Et ensuite aussi faire en utilisant différents algorithmes, force à classe, et pour tout ce qui est cluster, modularity, fournir ces cartographies que je vais vous présenter. Donc voilà, donc c'est en petit, mais je vais venir petit à petit, vous allez voir en chronologie ce qui a pu être obtenu. Mais ce qu'on voit en différentes couleurs, c'est des clusters liés à des services proposés ou liés à l'Open Science. Donc on a le cluster Open Access, Open Data qui ressort, Citizen Science également. Il y en a d'autres qui sont tout ce qui est les Open Notebooks, tout ce qui est peer review et reproducibility. Donc maintenant je vais venir petit à petit en faisant une chronologie, c'est-à-dire qu'on a pris la date de création de chaque initiative pour voir comment finalement chaque initiative apparaissait dans le temps au niveau de l'Open Science. En 2000, ce qu'on voit, ce que je vais vous demander de vous concentrer, c'est par rapport à l'Open Access. Donc l'Open Access, il y a différents modèles, mais pour faire on ne va pas rentrer dans les détails ce soir, c'est pas le but, il y a des conférences entières sur les différents modèles de l'Open Access. Mais pour faire court, c'est la mise en ligne des publications scientifiques ou du contenu scientifique pour tous. Après, il y a différents modèles qu'on appelle les journaux Open Access, ou sinon des repositories qui sont les archives, qui sont le Green Open Access. Et il y a différentes voies, différents modèles qui se développent. Mais pour vous montrer, en 2000, ce qu'on avait, c'était Archive, qui est en physique, ce qu'on appelle le Green Open Access, donc une archive ouverte, où beaucoup de physiciens, mathématiciens mettaient leurs publications scientifiques. Donc ça a commencé en 91. Ils étaient à Cornell University. C'était vraiment les premiers à faire ça. Ensuite, donc pour vous expliquer, juste les ronds verts, c'est des mots-clés en lien à l'Open Science. Et en rose, c'est des initiatives qui se sont développées. Donc là, Archive, HAL aussi en France, qui est l'archive ouverte nationale en France. Il y a aussi eu l'apparition du CCSD, donc qui est le Centre pour la communication scientifique, qui est aussi en France, qui permet de gérer aussi bien HAL que d'autres initiatives en lien à tout ce qui est numérique et recherche. Et puis, on voit aussi PLOS. Donc là, c'est la partie Open Access qu'on appelle Gold. Donc c'est un journal en Open Access. C'est à peu près le même fonctionnement en tant que peer review, c'est-à-dire qu'on soumet un article à ce journal-là. On a un mécanisme de reviewing, c'est-à-dire que l'article est commenté par d'autres chercheurs, par les pairs, puis accepté. La différence ici, c'est que ce journal, on va payer pour pouvoir publier. C'est-à-dire qu'au niveau modèle normal de la publication scientifique, on achète soit un article, soit des abonnements. Là, on paye pour pouvoir publier. C'est le Gold Open Access. Je ne vais pas rentrer dans le détail aussi des modèles hybrides, mais c'est pour vous montrer PLOS, qui est une non-profit,
qui s'est développée, je crois, en 2001 en Californie, qui a été mise en place en réponse aux grands éditeurs privés. On va revenir aussi dessus lors de la table ronde, qui prenaient de plus en plus place, qui avaient vraiment un monopole et proposaient des abonnements au prix faramineux pour avoir accès à la connaissance scientifique. Donc ça, voilà, ça c'est Open Access. On a aussi, finalement, en lien, parce que je vous parlais de la révolte des chercheurs par rapport à un système fermé des publications scientifiques avec un prix très cher et finalement une dépendance à des éditeurs privés. On a aussi des initiatives d'advocacy, donc c'est-à-dire, je ne sais jamais comment traduire en français, mais pas de lead, mais de soutien, de communication autour de l'open access, notamment avec Spark, qui s'est développé à cette époque-là. Et en haut, on a quelque chose aussi qui se développe bien sûr avec tout ce qui est numérique, qui sont les protocoles en ligne, c'est-à-dire des sites qui permettent, surtout en biologie, de partager sa méthodologie et ses protocoles. Donc voilà un peu cette partie. Ensuite, ce qu'on voit apparaître, ce que je voulais montrer là en 2005, c'est on voit aussi apparaître d'autres acteurs qui sont un peu des consortiums qui réfléchissent à cette notion d'open. Et c'est l'Open Knowledge Foundation qui notamment a été créé, je crois, en 2004, qui ne parle pas seulement du domaine scientifique, d'open science, mais plus légèrement de tout ce qu'on appelle, c'est de l'open knowledge, mais par exemple l'open data pour les données gouvernementales, où ils sont aussi dans tout ce qui est citizen science, donc le rapport que je vais vous montrer là maintenant, qui est ces interactions entre chercheurs et non-chercheurs. Donc là, il y a aussi des initiatives qui se développent là-dessus. Tout en haut, on voit une initiative qui est intéressante qui s'appelle IPython Notebook, qui est donc liée à tout ce qui est open source, ou Python, c'est, je le prononce peut-être mal, mais je fais une erreur, non, c'est bon, et qui va permettre à des chercheurs de faire des carnets de recherche ouverts en ligne. Voilà un peu pour cette partie-là. Et voilà, donc la carte grandit, donc on voit un grand bond entre 2005 et 2006, avec d'autres parties que j'appelle toujours de l'open science qui vont se développer, notamment une partie très importante qui est l'open data, c'est-à-dire et le data management, c'est-à-dire que la publication scientifique, l'article, l'ouverture des articles en ligne accessibles pour tous n'est la dernière étape finalement du travail de recherche, et qu'il est aussi important de pouvoir ouvrir des données, surtout dans des domaines où on peut avoir énormément de données, donc ça peut être intéressant de pouvoir les mettre en ligne, les partager pour collaborer avec d'autres chercheurs ou des non-chercheurs. Mais il y a aussi toute une notion qui est la notion de réplicabilité, reproducibilité des résultats de recherche. Et c'est par l'open data, l'ouverture des données qu'on va partager avec un article scientifique, qu'on va pouvoir vérifier finalement que si on arrive au même résultat. C'est l'open data qui se développe énormément, et on voit apparaître tout un ensemble de database network qui est à Harvard, Dryad, qui est aussi une initiative de dépôt de données, c'est-à-dire des plateformes qui permettent de déposer des données. Ensuite, on voit aussi apparaître d'autres choses. Là, on voit dans l'advocacy qui continue à avancer, notamment avec quelque chose qui s'appelle Sherpa Romeo, qui est quand on est chercheur et qu'on s'intéresse à l'open access, il faut connaître cette plateforme. C'est un petit bijou qui permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un article qu'on n'a pas publié à la base en open access. Qu'est-ce qui est derrière au niveau juridique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on a le droit de partager finalement ce qu'on appelle le préprint, donc une version de l'article avant édition chez l'éditeur. Donc voilà, c'est des sites aussi, un peu ces mouvements pour faire connaître l'open access et comprendre ce que c'est. Il y a les Scientific Social Network, donc on est tous Facebook, mais au niveau de tout ce qui est interaction entre chercheurs aussi, on a l'idée de, on va mettre les chercheurs en connexion au niveau international, connaître s'il y en a un qui travaille sur un domaine, pouvoir se connecter à un autre, et faciliter ces interactions et ces rencontres. Donc c'est tout ce qui est Scientific Social Network qui se développe, par exemple Academia. Et ce qu'on voit apparaître d'autres, c'est des logiciels open source pour la recherche aussi, qu'on peut utiliser, et les reference management qui permet de faire sa bibliographie et d'organiser sa bibliographie en ligne, notamment avec une initiative qui s'appelle Zotero, par exemple. Après, il y a aussi des systèmes d'annotation,
c'est-à-dire d'annotation des PDF, d'annotation des articles qui commencent à se développer. Et les Open Notebooks qui commencent aussi à prendre un peu d'ampleur avec plus en plus d'initiatives. Et voilà un peu, donc c'est un peu fouillis, mais je pense qu'avec les mots-clés, moi j'aurais à retravailler tout ça par la suite. Mais ce qu'on voit aussi apparaître de plus en plus, il y a plein, vous voyez là au niveau de l'open access, on se rend compte que de plus en plus, c'est par cluster là, les couleurs, donc un peu par grande thématique. L'open access, il y a de plus en plus de journaux qui se sont montés, donc il y a PLOS, mais il y a aussi Frontiers, dans tout ce qui est sciences du vivant, qui s'est développé. Il y a une grande partie qui s'appelle F1000 aussi, qui est un autre journal. Donc là, je parle de plus tout ce qui est sciences du vivant. Au niveau des sciences humaines et sociales, on a une initiative qui est française, qui marche très très bien, qui s'appelle Open Edition, qui a un modèle qu'on appelle freemium. Et il y a aussi l'apparition de ce qu'on appelle les épirevues. Donc ça, c'est un système au-dessus des archives ouvertes pour proposer on peut mettre un article finalement sans contrôle, et là on a par une épirevue au-dessus un mécanisme de peer review qui se met en place, mais qui est organisé par les chercheurs et non plus par des éditeurs privés. Donc on retrouve finalement on reprend entre guillemets possession, les chercheurs cherchent à reprendre possession de ce processus de peer review au niveau de la publication scientifique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Des mécanismes aussi qui sont liés à l'open access et aux effets un peu négatifs qui est lié à l'open access, qu'on appelle les predatory publishers, c'est-à-dire des faux journaux qui voient l'avantage économique de demander à des chercheurs: vous pouvez publier dans mon super journal, vous avez à payer 500 € et on va vous publier. Et qui finalement, c'est comme du spam, c'est-à-dire qu'ils attendent que des chercheurs un peu naïfs payent pour ne jamais être publiés. Et c'est bien sûr, il n'y a pas d'un processus de peer review et autres. Donc les predatory publishers apparaissent. Et donc par rapport aussi à cette qualité de la recherche en ligne, il y a des processus de pré-review et de post-peer review qui se met en place avec pas mal d'initiatives qui se mettent en place. Et puis autre chose qui apparaît, je ne l'ai pas noté, mais c'est tout ce qui est research impact. C'est-à-dire que normalement la recherche, l'évaluation, où on est reconnu par les citations, c'est tout ce qu'on appelle la bibliométrie. Mais là actuellement on se dit, voilà, l'article il est en ligne, il n'y a pas que les citations dans des journaux qui comptent, mais c'est finalement aussi peut-être le nombre de fois où un article a été publié sur un outil par exemple Mendeley, un outil de management des articles ou autre, combien de fois il a été téléchargé, est-ce qu'il a été publié aussi en ligne d'autres façons. Donc c'est ce qu'on appelle les altmetrics, donc alternative metrics qui se développent et qui essayent de comprendre comment est-ce qu'on mesure l'impact d'une recherche de qualité aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'initiatives qui se développent comme ça. Aussi, tout ce qui est reproducibilité, où c'est un grand boom actuellement, notamment à cause de cas de fraude en recherche, qui ont aussi été qui ont fait pas mal de bruit dans les médias, notamment en psychologie sociale. Donc par rapport à ça, on se dit, on a un article, on va essayer soit de le reproduire totalement, donc au niveau méthodologie, on va essayer de refaire toute l'expérience, soit plus de réplication, c'est-à-dire qu'on prend les données et on essaye de voir si on trouve les mêmes résultats. Voilà un peu, je ne veux pas faire trop long pour laisser la parole. Oui, voilà, il est 19h20, donc je pense que je vais arrêter là. Mais c'était pour vous donner une idée de l'écosystème actuel, de ce qui se passe, de ce que je pense que vous avez pu voir en 10 ans. Le boom des initiatives est quelque chose qui est très intéressant et moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le rôle de ces petites startups qui se développent. Il y a beaucoup de petites startups qui se développent et la question aussi de qu'est-ce qu'elles ont comme valeur. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup actuellement le mouvement de l'économie collaborative, de l'entrepreneuriat social qui se développe et en recherche. C'est pareil, il y a beaucoup sur des sites de petites initiatives se disent mission driven for profit, c'est-à-dire je crée de la valeur bien sûr financière pour pouvoir vivre, mais je veux créer aussi de la valeur sociale. Et ça, je pense que c'est intéressant à étudier, et comme on étudie de plus en plus le mouvement de l'économie collaborative,
C'est intéressant d'étudier ces petites startups et qui sont ces entrepreneurs et comment aussi ils résistent à les plus grands éditeurs privés qui petit à petit les rachètent. Par exemple, Elsevier, on parlera sûrement, a racheté une Mendeley qui était un peu le symbole de l'open science pendant longtemps. Il y a Frontiers qui a été racheté par Nature Publishing Group aussi. Donc quelles sont ces dynamiques qui se mettent en place actuellement? Et je pense que c'est intéressant de pouvoir les observer et les comprendre pour construire un peu le futur de la recherche. Je pense qu'il concerne beaucoup de personnes ici et un peu tout le monde.